peloton, les amis. Dans le peloton, comme d'habitude, on se fait top flop de la semaine avec maillot jaune, dossard rouge et voiture balai. Donc du coup, maillot jaune, le meilleur coureur de la semaine. Le dossard rouge, celui qui n'a pas nécessairement, mais qui mérite nécessairement gagner, mais qui mérite d'être cité. Et la voiture balai, celui qui vraiment est passé à côté. On démarre donc par le maillot jaune. Polo, à toi l'honneur. Qui est ton maillot jaune cette À moi semaine? l'honneur. Alors, ça va surprendre, mais du coup, vu que j'anticipais un peu le choix du roi, le Ah choix bah, simple, tu le peux. choix N'anticipe pas, je ne vais même pas prendre Christophe Laporte. Ah, tu ne prends pas la porte du coup? Non. Ah Ah bah bah, justement, moi j'en avais pris un autre parce que j'étais sûr que tu allais prendre la part. Écoute, je vais prendre Christophe Laporte du coup. C'est Tu pas grave. choisis trop en pensant à ce que moi je vais prendre, Polo. Ah non, j'anticipe pour que l'émission éditorialement ait un j'anticipe. sens. Non, ben non, mais Jamais. évidemment que cette semaine, surtout après aujourd'hui, c'est compliqué de pas mettre Christophe Laporte. Moi, je mets Christophe Laporte pour la simple et bonne raison que il était attendu sur des profils où il était le favori, notamment sur cette première étape. Et pour le coup, il a pas déçu. C'est quand même une qualité incroyable que le coureur a depuis son arrivée chez Jumbo-Visma. C'est que quand il est attendu, il se rate quand même assez rarement. Et c'est quand même appréciable pour le peloton français et pour le cyclisme français de manière globale de trouver en Christophe Laporte un porte-drapeau un peu comme celui-là. Quand on sait que c'est quand même plus compliqué ces derniers temps pour nos porte-drapeaux habituels. Alors certes, Christophe Laporte ne court pas dans une équipe française, dans une équipe qui n'est pas forcément aimée de toutes et de tous, mais ça reste un coureur français qui se performe et qui surperforme et qui là vient d'offrir 2 victoires en course sur le tour avec de très très beaux succès sur peut-être la plus belle course d'une semaine de la saison. Donc bravo à lui. À voir maintenant qu'il a le maillot jaune avec quelques secondes d'avance, s'il peut pourquoi pas faire l'exploit de le garder demain sur le contre-la-montre. Mais en tout cas, contrat déjà rempli pour Christophe Laporte, qui a gagné son étape, qui aujourd'hui voulait se placer pour voir ce qui se passe, alors que son équipe était vraiment tournée vers la protection de Jonas Vingegaard, qui a quand même réussi à slalomer, à chercher une belle victoire d'étape. Voilà, contrat rempli pour le Français sur ce Dauphiné, qui va maintenant se mettre au service de Jonas Vingegaard, son leader. Et je suis entièrement d'accord avec toi et je le dis juste avant de donner la parole à Robin parce que du coup, moi aussi, c'est Christophe Laporte. De toute manière, je ne vois pas comment il pourra défendre un autre coureur, notre hobby, parce que quand tu fais 1, 4 et 1 C'est parce des que tu 3 vois mal. premières étapes, c'est que tu dois être maillot jaune, surtout quand tu le portes, hein, soit dit en passant. Mais à la limite, la première victoire, je dirais pas que c'est normal, mais il va la chercher. C'est une victoire collective qu'il valide du côté de Chambon-sur-Lac. Par contre, aujourd'hui au Coteau, là, en revanche, il va chercher un vrai sprint solide. Il profite d'une situation, mais au final, il prend une belle trajectoire et il va la chercher là aussi en costaud. Et il remonte assez fort sur Sam Bennett. Alors, allez savoir ce que ça aurait donné par rapport à Groenewegen qui semblait lancé, mais il finit quand même assez fort. Et voilà, être capable de gagner à la cuisse, au moins face à Sam Bennett, c'est que il fait un très très beau sprint et que c'est pas nécessairement là où je l'attendais aujourd'hui. Je l'attendais être capable de faire entre 5 et 10, mais pas de gagner, tout simplement. Donc il a des bonnes jambes et tout, donc complètement maillot jaune notre Laporte. Qui est-ce que tu mets du coup, Robin? Bah, je mets Julien Lafilippe, moi, en maillot jaune pour cette semaine, parce que il revient de loin et que l'histoire est complètement différente de celle de Christophe Laporte. J'ai envie de dire que Laporte, on pouvait presque s'y attendre. Ok, c'est pas évident de gagner 2 étapes du Dauphiné, de prendre le maillot jaune, etc. Mais quand tu regardes le plateau, il n'y a pas non plus beaucoup de coureurs qui étaient capables sur la première étape de passer comme lui les petits pièges. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil. Il y a une chute dans le final qui désorganise un peu le sprint. Et on sait que dans ces conditions-là, Christophe Laporte réussit souvent à passer où il faut, en étant emmené, il faut dire, le premier jour par Jonas Vingegaard qui fait un gros boulot dans le dernier kilomètre. Aujourd'hui, en étant bien placé dans 4-5e position dans le dernier kilomètre. Je veux dire que Laporte a fait son boulot super bien, mais je ne suis pas non plus hyper surpris en fait par ces 2 victoires. Alors que Julien Lafilippe, honnêtement,
je m'y attendais pas. On l'avait pas vu depuis un moment. Il s'était fait discret depuis les classiques ardennaises où honnêtement, on n'avait pas vu du grand Julien Alaphilippe. Sur Liège-Bastogne-Liège, il fait un boulot d'équipier pour Remco Evenepoel, mais il est largué très très loin. Enfin, il termine son boulot Il est très, pas très loin derrière. aérien. Il est pas aérien comme coéquipier, quoi. Ah bah non, voilà, on va dire ça comme ça. Sur les classiques pavés, c'était un peu pareil. Sur San Remo, on n'avait pas vu le Alaphilippe qu'on a pu voir ces dernières années dans le Poggio. Tirreno, c'est pareil. Donc voilà, il y avait juste cette victoire à la Faune Ardèche classique en début de saison face à Godu au sprint qui relevait un peu le niveau de ce début de saison. Mais très honnêtement, j'étais pas super confiant. J'attendais évidemment de voir la semaine de Julien Alaphilippe, mais je me disais pas, il va claquer une étape dès que l'opportunité va se présenter. Et pourtant, c'est ce qu'il a réussi à faire. Et pour ce qu'elle représente, moi, je le mets maillot jaune 10 fois parce que c'est pas juste un mec qui a un peu galéré depuis 1 an et demi parce qu'il a eu beaucoup de malchance, etc. C'est un mec qui, depuis 6 mois, se prend balle sur balle de la part de son manager. Dès qu'on tend un micro à Patrick Lefebvre, il envoie un tacle à la gorge à Julien Alaphilippe. Je trouve ça incroyable. Alors, on en a déjà parlé dans cette émission. On va pas refaire toute l'histoire. Et on sait que le style de Patrick Lefebvre est particulier et que c'est parfois sa manière de fonctionner. Mais honnêtement, on a vu en presque 1 an de tacle de Lefebvre sur Alaphilippe que c'est pas vraiment ce qui fonctionne. Et voilà, la célébration de Julien Alaphilippe hier veut dire beaucoup, même si lui, il dit pas, évidemment, c'est un message à mon manager. On est tous un peu assez intelligents pour comprendre vraiment ce que ça veut dire. C'est ce geste qu'il fait sur la ligne en passant la ligne. Voilà, il a un peu remis l'église au milieu du village. Est-ce qu'il gagnera une étape sur le Tour? Est-ce qu'il sera le premier jeune du Tour, etc. C'est des débats qu'on a le temps d'avoir et la fin de semaine sur ce Dauphiné va nous en dire un peu plus. Mais pour d'où revient Julien Alaphilippe, gagner cette étape sur le Dauphiné dès le deuxième jour, sans lever tout ce stress, je trouve qu'il a fait fort. Je trouve que cette étape, il l'a gagnée aussi en costaud à la Julien Alaphilippe, avec un peu de marge pour pouvoir célébrer dans les 10-15 derniers mètres. Donc franchement, je ne sais pas ce que ça augure pour la suite, mais j'ai l'impression, le temps d'une journée, d'avoir retrouvé le Julien Alaphilippe de 2021. Par contre, Non, j'ai mais une question, les Vas-y. gars. Et les gars du chat, là, et vous deux, je ne sais pas si vous avez la réponse. Mais j'ai vu la célébration d'Alaphilippe, ok. J'ai vu la célébration aussi, apparemment, de Pat Lefebvre. Est-ce que c'est vraiment sa célébration d'envoyer un énorme bras d'honneur dans le quart au moment de la victoire Lefebvre a fait ça? d'Alaphilippe, mais J'ai en pas vu mode ça- j'ai content, pas en vu- mode j'ai- content. Mais j'ai vu une image de Lefebvre alors qui est réelle, mais je ne sais pas si c'est Si au ça moment correspond de à ce la jour-là. victoire. Et j'ai vu un bras d'honneur, mais de l'enfer, de genre, Je ne l'ai pas vu, voilà, moi. allez tous vous faire. C'est une vidéo qui date. J'ai eu peur, mais Mm. ça reste une célébration incroyable, hein. Ouais. Ça Non, reste mais une célébration incroyable. Allez la voir, tapez le fait vert sur je, Twitter, vous allez vous régaler. je pense qu'on n'en est pas encore au Ça point de m'étonnait non-retour aussi. d'un directeur sportif, hein, d'un boss d'équipe qui commence à ne pas célébrer les propres victoires Ah de non, ses coureurs, je l'aurais même pas si. je l'aurais pas lu comme ça. Après, je l'aurais lu en mode justement, vous voyez, moi Alaf, il est capable de gagner, tu vois. Ouais, S'il avait mais fait ça un aurait bras été. d'honneur, ça aurait été plus pour les observateurs, les mêmes à qui Alaf fait ça, tu vois. Ça, Ouais, ça aurait été presque encore plus surprenant. C'est dire la situation chez Soudal Quickstep. Non, pour revenir sur ce que disait Robin sur la Philippe, c'est intéressant parce que au-delà de la victoire et du plein de confiance et des toiles d'araignée qui s'enlèvent un peu façon footballeur quand il n'a pas marqué depuis longtemps, maintenant ça ouvre aussi des portes et des opportunités pour la suite. On sait que le Dauphiné, tu as l'impression que c'est quand même une course qui est tracée pour lui depuis maintenant 5-10 ans. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sur la suite de cette course? Est-ce que ça va lui donner envie d'aller chercher autre chose, d'aller chercher peut-être d'autres victoires? Quand je le vois costaud à la jambe comme ça au sprint, est-ce que du coup, il a peut-être un peu perdu un peu de punch ou de capacité quand il faut grimper? Je sais pas. Du coup, moi, ça me fait ouvrir tout un tas de questions. Est-ce qu'il est revenu à son meilleur niveau aussi, ou est-ce qu'il est en train de revenir à son meilleur niveau? Est-ce qu'il est en train de monter en puissance sur le Tour de France? Je pense que c'est plein de questions auxquelles on va pouvoir avoir des éléments de réponse dans les prochains jours. En tout cas, c'est quand même rassurant de le voir à ce niveau-là, de le voir être en capacité de gagner face au meilleur en World Tour sur une arrivée comme ça, qui certes est une arrivée qui lui convient, mais qui n'est pas non plus une arrivée type Alaphilippe. On n'était pas sur un mur de 8 en arrivant hier. Il a prouvé qu'il avait une excellente pointe de vitesse. Il a prouvé que du coup, il n'était pas mis en danger quand ça grimpait. Moi, maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que ce niveau-là est un acte isolé, ou est-ce qu'on est sur une vraie montée en puissance
du français, et quand on sait à quel point il peut monter haut et monter fort, ça peut être intéressant pour la suite. Moi, maintenant, c'est la suite que je vais regarder pour Julien, et je pense que lui, le premier, a envie maintenant de se tester, sur des profils peut-être un peu plus difficiles. Ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, Julien Alaphilippe, il prend 2 secondes de bonif. On peut imaginer que s'il n'avait pas du tout la tête au classement général, il ne les prendrait pas. Et que dans le final, il a une crevaison à 7 km de l'arrivée qui l'oblige à changer de vélo pour la 2e fois de la journée. Et qu'il se bagarre comme un fou pour revenir dans le peloton et ne pas prendre quelques secondes, voire une minute dans une cassure. Alors qu'un mec qui joue pas le général et qui sait que cette étape-là, elle n'est pas pour lui, surtout quand tu as une crevaison à 7 km de l'arrivée, il peut juste relâcher, terminer tranquillement et attendre la prochaine étape. Là, il s'est bagarré. Il reste à 11 secondes de Christophe Laporte au classement général. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais en tout cas, il n'avait pas envie de le lâcher, cette 2e place au classement général et cette bonne position. Donc, il a 12 secondes d'avance sur le reste des favoris, disons, au jeu des bonifs. Il a 11 secondes de retard sur Christophe Laporte. Il y a un chrono demain, c'est un chrono vallonné, 30 km. Il n'est pas catastrophique en chrono, Julien Alaphilippe, quand il est en forme. On se rappelle tous du chrono du Tour de 2019 à Pau qu'il avait remporté. Donc voilà, est-ce que demain soir, Alaphilippe sera maillot jaune? C'est sans doute un peu trop osé, je pense. Mais j'ai l'impression qu'il a envie de se battre pour ça et pour faire un bon classement en attendant les grosses étapes de montagne de la fin de semaine. Et surtout, il a crevé aujourd'hui, il a envie de revenir. Et Paul, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais surtout, il revient et il n'a pas tant de mal que ça à revenir. On lui propose même l'aide de Maurice Van Sevenant, bref, mais il n'en a pas eu besoin, en fait. Il n'en a pas eu besoin et il est revenu quasiment pas tout seul, avec l'aide des voitures, évidemment. Mais moi, j'ai senti un Alaphilippe qui était très confiant, en fait, et qui n'a pas du tout paniqué. Non, complètement. Il évite les chutes graves, en tout cas, hein, ce qui n'est pas le cas de tous ses coéquipiers, aujourd'hui. Il a ses petits problèmes mécaniques, mais il ne s'est pas inquiété outre mesure. Il est revenu assez facilement. Voilà, c'est un Julien qui peut être en train d'inverser le karma. Alors, il est peut-être un peu tôt pour le dire, hein. Il est quand même pas passé loin de la correctionnelle encore une fois aujourd'hui. Mais voilà, comme le dit Robin, demain, c'est un chrono qui lui convient sur le papier. C'est des chronos où il a fait un profil de chrono où il a fait des choses assez extraordinaires par le passé, notamment en 2019. Moi, demain, je pense que ce sera déjà très révélateur, et Roro dans le chat nous dit la même chose de son état de forme et de ses objectifs. Parce que l'état de forme, c'est une chose, et les objectifs, c'en est d'autres. Qu'est-ce qu'il peut jouer au classement général cette année sur le Dauphiné? Pas grand-chose. Mais par contre, il peut se rassurer, et il peut engranger de la confiance et de la forme pour la suite, et pour notamment le Tour de France qui arrive maintenant dans moins d'un mois. Donc moi, je vais être curieux de ça, parce qu'au-delà du reste de la semaine, qui va être compliqué, même s'il y a des étapes où il peut briller s'il est au meilleur de sa forme, même pas mal d'étapes où il peut briller. Là, demain, c'est une étape où il peut clairement jouer un top 5, voire un top 3, voire mieux, même s'il est vraiment de retour à 100%. Mais je pense que ce sera toute la question qu'on va se poser de toute façon dans les prochains jours pour le Français. En tout cas, quel plaisir de retrouver un début de Critérium avec 2 victoires de Christophe Laporte et une victoire de Julien Alaphilippe. Nous, Français, sommes des gens heureux, et on passe. Donnez-nous-en un petit peu, les Belges quand même, et les Suisses, les Belges surtout, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous écouter. Mais voilà, vous avez eu pas mal de bonheur depuis le début de saison. Nous aussi, on a un peu droit au bonheur, puisque retrouver un Alaphilippe en forme avant le Tour de France, on se dit, on prend très très clairement. Surtout avec le départ au Pays Basque, quoi. On parle de terrain de jeu, là, le terrain de jeu, il est parfait. Et le championnat de France qui lui convient bien, avec un parcours difficile, et le Mont Cassel notamment. Donc, ça peut être aussi l'opportunité pour Alaphilippe, enfin, de décrocher ce maillot bleu-blanc-rouge. Joseph déçu, il y a Jorgensen qui perd le général. Ouais, il a malheureusement chuté. Bon, après, ça aurait été quand même difficile de le jouer, très sincèrement. Ça aurait pu être son barreau d'honneur, mais enchaîner début de saison, enfin Giro plus Tour de France, je savais qu'il y aurait quand même peu de chance pour le faire. Giro, Jorgensen. Il n'était pas sur le Giro. Non, il n'était pas sur le Giro. En plus, il n'est pas leader de son équipe. Il s'est arrêté après les classiques, Jorgensen. Oui, c'est vrai. C'est au Romandie qu'on l'a vu. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je l'imaginais au Giro.
Mais oui, voilà. Dossard rouge, les gars. Qui est votre dossard rouge? Moi, je commence du coup. Vas-y. Je vais dire Jonas Vingard en dossard rouge cette semaine. Alors, ça peut être un peu surprenant, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce qu'il a fait, notamment hier et avant-hier, pour préparer le sprint et pour placer Christophe Laporte, pardon. Et notamment hier où il s'est retrouvé premier lanceur de Christophe Laporte avec un sacré travail dans le final. J'ai bien aimé parce que ça montre qu'il est en forme, ça montre qu'il est en confiance, et ça montre aussi le dévouement de son équipe, le dévouement à son équipe. Alors, certains pourront dire que c'est un peu politique parce qu'il sait que dans 3 semaines, il aura besoin de Laporte sur certaines étapes. Mais en tout cas, autant dire que il se met son équipe dans la poche et il se met Christophe Laporte dans la poche en faisant ça. C'est des choses qui plaisent aussi, c'est des choses qui plaisent au grand public, c'est des choses qui plaisent au peloton. Alors pour le coup, moi j'ai bien aimé. Alors je suis peut-être un peu crédule, mais j'ai trouvé l'image belle. Et du coup, je voulais récompenser ça pour Jonas Vingegaard, qui, à mon avis, sera de retour dans le peloton la semaine prochaine, mais pas en tant que dossard rouge. Donc voilà, qui profite de cette occasion de gagner le dossard rouge. Je pense qu'il ne l'aura pas souvent dans cette partie de l'émission. Robin. Moi, je vais donner mon vote à Arnaud Démare, qu'on a pas mal critiqué ces dernières semaines. On a fait tout un débat la semaine dernière Il a sur gagné. Exactement, qui a gagné, oui, mais il a gagné la Bruxelles Classic, il n'a pas non plus gagné l'étape du Dauphiné, et il fallait bien que je le mette quelque part. Je ne pouvais pas non plus le mettre en maillot jaune, mais en fait, je le mets dossard rouge pour sa persévérance, voilà, pour faire partie de cette sélection du Tour de France de la Groupama FDJ. On a parlé de lui la semaine dernière en disant que bon, bah, pour nous, c'était pas une évidence qu'il aille sur le Tour, que pour emmener David Gaudu le plus haut possible, il faut peut-être faire une croix sur Arnaud Démare et surtout que dans les conditions qui se présentent, Arnaud Démare sera forcément pas très accompagné sur le Tour. Bon, bah, en tout cas, je sais toujours pas si Arnaud Démare ira sur le Tour de France, mais lui il continue de montrer qu'il y aurait sa place. Il a gagné la Bruxelles Classic devant des concurrents qui ne sont pas forcément ceux qu'il retrouvera dans les sprints du Tour de France, mais il a quand même marqué un peu les esprits. Il y avait quand même Girmay, il y avait Jordi Meus de Bora, voilà, donc il n'y avait pas non plus que des inconnus. Et puis surtout, bah, c'est les courses qu'on lui donne. Donc il gagne là où on l'envoie. Il ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. J'avais un peu critiqué pour sa deuxième place sur les boucles de la Mayenne face à De Klein, où je me disais, bon, bah voilà, ça montre qu'il n'est pas encore au top. Il lui reste le Tour de Suisse, où ça va pas être facile parce que le parcours n'est pas taillé pour lui, mais où il va devoir encore essayer de se montrer et peut-être décrocher sa sélection pour le Tour de France. Il y aura aussi les championnats de France derrière, évidemment. Donc, en tout cas, je ne sais toujours pas, comme je disais, si Démare sera. Mais après l'avoir beaucoup critiqué sur le début de saison, je pense à juste titre, ça méritait d'être mentionné quand il gagne. Mais c'est vrai, Paul, qu'en plus, on dit souvent que Arnaud Démare n'est pas capable de gagner sans train. Là, le faire, quasiment, c'est rassurant, quoi. Il envoie un vrai message. C'est rassurant, c'est très rassurant. Alors, c'était pas un sprint massif, hein. C'était un sprint dans un petit groupe Groupe d'une vingtaine. d'une vingtaine où tout le monde n'a pas fait le sprint, notamment les différents coéquipiers. Je pense au Intermarché, je pense aussi à Lewis Askew qui a beaucoup bossé pour lui sur les derniers kilomètres. Alors, un grand bravo britannique parce que je pense que s'il n'est pas là, il n'y a pas de sprint et c'est Derek G qui l'emporte. Non, moi je suis d'accord avec Robin et moi j'ai même hésité à le mettre maillot jaune. C'est même pour ça que j'ai pas du tout pensé en dossard rouge. C'est que voilà, après une victoire sur les bouts de la Mayenne qui finalement lui a fait du bien, il a réussi à enchaîner. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette classique de Bruxelles, ça a bataillé fort. Ça a bataillé fort et on n'est pas sur un profil de sprint vraiment massif classique, comme tu l'as dit Joseph, où finalement il n'a pas eu besoin de coéquipier. Il n'a pas eu besoin de faire le sprint, le plus grand sprint de sa carrière quand même, mais il a quand même battu de beaux coureurs comme Rimail, comme Jordi Meus. C'est pas n'importe quoi, ce ne sont pas n'importe qui. Donc ça, on pourra pas lui enlever. Moi, vraiment grand bravo à Arnaud Démare et j'espère encore une fois, à l'image de ce qu'on se disait sur Julien Alaphilippe, que ce soit déclencheur pour lui d'une bonne dynamique. Après, est-ce que ce sera suffisant pour aller
sur le Tour de France. J'attends de voir. Je pense que plus qu'une question de forme, c'est une question d'affinité, j'ai envie de dire, entre les coureurs. C'est une question de match entre les 8 coureurs. Et à ce petit jeu-là, j'ai peur que Arnaud Démare ne fasse pas l'affaire. C'est mon point de vue. En tout cas, c'est de ce qu'on sait, de ce qui est sorti ici et là. Mais en tout cas, s'il continue comme ça, il la mériterait, sa place sur le Tour de France. Et rien qu'en ça, c'est déjà cool pour lui. Et moi, les gars, je vais mettre Runo Hercott, qui m'a impressionné sur la première étape du Critérium du Dauphiné, sur l'étape que du coup Laporte a gagné. Hercott en finit quatrième, je crois, ou troisième, je ne sais plus, quatrième. Hein. Mais du coup, en fait, si vous n'avez pas vu, Hercott était dans l'échappée, il était avec Godon notamment, et à une quinzaine de kilomètres, l'échappée commence à se faire reprendre. Il décide alors que le peloton est à 200 mètres de les reprendre, Godon lâche, il a plus de jambes, alors que Godon est un énorme rouleur dans ces moments-là. Il est capable vraiment de faire des efforts très très lourds. Et Hercott lui a décidé de continuer. Le peloton qui était lancé à sa poursuite était revenu à 5 secondes. Et en fait, lui, il a appuyé en profitant de routes. Il y avait quelques lacets, quelques descentes, etc. Lui, il est accru, c'est remonté à 15 secondes et finalement, il s'est fait bouffer. Vraiment, il termine troisième, voilà. Donc devant un Axel Zingl qui lui a fait le sprint. Et moi, je vous cache pas, j'étais dégoûté. Alors j'étais content qu'à la limite que ce soit Laporte qui gagne. T'es un homme des échappés, toi. Non, franchement, celle-là, ça avait un goût amer parce que à 5 mètres de la ligne et avec l'effort qu'il a fait, mais j'étais dégoûté. Et puis tout simplement, j'ai découvert en plus un coureur qui apparemment, d'après Toff, a fait des études de médecine. Donc, félicitations à lui. En plus, c'est une tête. Mais ouais, j'ai bien aimé. Je pense qu'un Jackie Durand devant sa télé a cassé sa table en voyant un échappé se faire rebouffer. Mais voilà. Donc, du coup, je vais mettre Hergot. Donc, Hergot, Démare et Vingard, Polo, si tu peux faire un petit sondage. Et je ne sais pas si certains veulent en sortir d'autres. Mais j'en ai pas vu d'autres. J'en ai pas vu beaucoup d'autres dans le chat. Hein. J'ai vu pas mal de. Il s'est fait voler le prix de la combativité par Dorian Godon. Et c'est exactement Godon. Alors après, c'est le problème de donner le prix de la combativité avant le final, quoi. Avant l'arrivée, ouais. Avant l'arrivée. Donc, au moment où il est annoncé, Hergot, il n'a pas fait son numéro. Donc, après, bon, pourquoi c'était Godon c'est sûrement lui qui avait lancé l'échappée. Je sais pas. Ça, j'avoue que la formation de l'échappée, j'ai pas vu. Et Carapaz, qui devient sprinter, Carapaz, les gars, apparemment. Ouais, il a raison, il va chercher la confiance. Ouais, et pourquoi pas des bonifs, on sait jamais. Non, Runer Gotts, oui, il fait un numéro assez fou. Faire péter ce Dorian Godon, le Dorian Godon de 2023 qui marche quand même aussi très fort, c'était pas une mince affaire. Il est resté comme ça au peloton jusqu'au 50, jusqu'aux 25 derniers mètres, d'ailleurs. C'est une performance assez impressionnante. Après, moi, j'en démords pas. Je préfère largement que ce soit Christophe Laporte qui l'emporte au sprint. Ça nous fait un beau finish. Mais j'aurais trouvé ça extraordinaire de le voir gagner. J'en reste pas moins un bon supporter français, heureux d'avoir vu débouler Christophe Laporte sur un sprint court derrière et lui faire un peu la nique, entre guillemets. Rien de méchant dans ce que je dis, hein, évidemment, mais voilà. Et en tout cas, comme tu le dis, Joseph, et tu fais bien de le signaler, je pense que c'est vraiment la définition du dossard rouge, ce qu'a fait Runer Gotts, et en ça, on peut que lui tirer notre chapeau, et on espère qu'il va nous refaire des bons numéros comme ça d'ici la fin du Dauphiné. Il nous avait fait c'est lui qui remporte les votes sur le tour. Ouais, il a gagné. Voilà pour le peloton, les gars. On termine par la voiture balai. Donc, pas voilà pour le peloton. Il nous manque la voiture balai. Polo, qui mets-tu en voiture balai? Alors, voiture balai, je mets Sam Bennett. Sam Bennett pour l'ensemble de son œuvre, pas que aujourd'hui, pas que avant-hier.
Mais depuis un certain temps, Sam Bennett me frustre énormément. Pour la simple et bonne raison, c'est que je pense qu'il a l'un des meilleurs trains, voire le meilleur actuel dans le peloton mondial, Un sacré poisson avec, pilote. avec Ryan Mullen et surtout Danny Van Poppel, qui pour moi est le meilleur poisson pilote au monde à l'heure actuelle. On l'a vu sur le Tour de Hongrie être déposé, et je sais, puisque j'ai commenté la course plusieurs fois, être déposé par Danny Van Poppel. Ah oui, bah, c'est bien c'est bien de le placer comme ça. Je vous redonne des éléments de contexte. Mais pour le coup, j'ai eu l'occasion de le regarder sur le Tour de Hongrie, où il y a quand même eu 3 étapes pour les sprinters. Où sur les 3 étapes, il n'avait pas été foutu d'en gagner une, alors qu'il a toujours été parfaitement amené. C'était encore le cas aujourd'hui. Oui, tu peux ajouter Nisprit aussi, Tony, tu as tout à fait raison. C'est encore le cas aujourd'hui, avec un travail fantastique de cette équipe Bora qui le dépose aux 150 mètres. Sam Bennett n'a pas les jambes, alors c'est peut-être dur de tomber sur quelqu'un qui n'a pas les jambes. Sam Bennett se déporte, Sam Bennett nique le sprint de 3 coureurs derrière lui. Il nique le sprint de Groenewegen, il nique le sprint de Govedkar, il nique aussi le sprint de Menten. Il est déclassé à raison, et ben c'est frustrant parce que c'est un beau gâchis pour l'équipe Bora, qui mérite d'avoir un sprinter, un meilleur sprinter, un sprinter au moins capable d'aller transformer les essais, et Sam Bennett, on est peut-être plus capable. Je te valide complètement. C'est clair. Le mec, il est parfaitement lancé et puis il se déporte. Quand je l'ai vu se déporter à gauche, je me suis dit, oh, celui-là, il est en train de sentir qu'il est en train de perdre. Et il a décidé de ruiner le sprint des autres. Non, Ouais. Non, mais très moche. je pense qu'il le fait pas exprès. Ça va très vite. En tout cas, il se déporte pour essayer d'empêcher un mec de passer sur sa droite. Le fait est qu'il a empêché de passer 3 personnes, quoi. Et il démarre tout à on a gauche, pas il le finit droit. contre la barre de droite, donc ouais, il y a un problème. Il y a un petit problème, quoi. Même les politiques moi, n'ont pas osé faire autant. Ça dépend lesquels, hein, mais bon, on n'est pas là pour ça. Dans les années Robin. 90, on a eu des trucs, je pense, un peu sales. Ouais, comme c'est ça. vrai. C'est vrai. Moi, je mets David Godu en Je suis voiture content balai. que tu le dises, parce que je veux qu'on en parle. Pardon. Bah ouais, parce que bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu une petite déclaration de Godu qui a été interrogé sur la présence potentielle de Thibaut Pinot sur le Tour de France. On va encore parler de la sélection Groupama FDJ. Je l'ai parlé tout à l'heure pour Arnaud Démare. On en a parlé la semaine dernière. On y revient. On lui demande, est-ce que vous avez envie que Pinot soit là? J'ai mon opinion, mais je la garde pour moi. Derrière, c'est Marc Madiot qui fait l'équipe avec la direction sportive. J'ai mon opinion, mais je la garderai pour moi. Voilà, super, David Godu. On l'aime bien, mais franchement, je trouve ça bête de faire cette réponse-là. Je trouve ça dommage de créer une histoire entre lui et Thibaut Pinot, alors que les deux ont une histoire commune qui jusqu'à maintenant est plutôt positive. On sait que c'est la dernière année de Pinot. Et même si David Godu n'a pas très envie d'avoir Thibaut Pinot dans les pattes au Tour de France, ce qui peut, à titre individuel, se comprendre. Il faut qu'il comprenne que tout le monde, tout le public a envie de voir Thibaut Pinot sur le Tour de France, parce que ce sera son dernier. Et donc, vouloir, entre guillemets, lutter contre ça, ou vouloir donner l'impression, en tout cas, que tu n'es pas trop pour, tu te donnes forcément le mauvais rôle. Alors, c'est pour ça que je ne comprends même pas, au-delà de ce qu'il pense, qu'en termes de communication, il fasse ce choix-là. Alors bon, c'est pas la première fois que niveau communication, David Godu, il zigzague un petit peu. On se rappelle les histoires qu'il y avait eu avec Arnaud Démare en début d'année, parce que David Godu avait parlé sur son Discord de son inimitié avec Démare. Bon voilà, derrière, Madio a dû sortir les rames pour que les deux roulent de nouveau sur certaines courses ensemble, pour apaiser tout ça. Voilà, je trouve que David Godu, il facilite pas la vie de son manager et de l'équipe en général en ayant ce genre de déclat, et sachant que Thibaut Pinot est à la retraite dans 4 mois et demi. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, c'est un peu tricky comme sujet, parce que ça laisse place à beaucoup d'interprétations, et c'est un peu le problème. Est-ce que c'était vraiment dirigé contre Pinot, le fait de dire c'est Marc Madiot qui fait l'équipe, moi j'ai mon avis, mais c'est Marc Madiot qui fait l'équipe? Est-ce que c'est uniquement dirigé contre Pinot? Est-ce que c'est pas un peu aussi parce qu'il sent qu'Arnaud Démare va potentiellement passer le cut? Je sais pas. Le fait est, là où je te rejoins, Robin, c'est pas forcément le fond qu'il faut traiter, mais la forme. La forme est mauvaise, parce que quelle que soit l'interprétation, elle sera pas bonne. Il n'y a pas une possibilité que dès que tu sors cette phrase, que quelqu'un l'interprète d'une bonne manière. Du coup, pour moi, il y a deux raisons. Soit on lui a dit de dire ça,
Et dans ce cas-là, c'est pas très, comment dire, c'est pas très malin, c'est pas très coûte pas bien grand-chose écrit. de dire ouais, j'adorerais faire un dernier tour avec Thibaut Pinot, mais c'est pas moi qui fais l'équipe, c'est Marc Madio. Ouais, sauf si tu le penses pas. Et dans ce cas-là, si tu le penses pas, et peut-être qu'il le pense pas, ça encore une fois on le sait pas, et ça vaut pour Pinot, ça vaut pour Desmar, ça vaut peut-être pour quelqu'un d'autre. Tu dis pas ça, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dis? Et tu dis rien, tu dis que voilà, au pire tu mens. Mais je pense que, en fait, j'étais en train de réfléchir à ce que tu pourrais dire dans ce cas-là. Est-ce que tu arrives, t'as pas envie que Thibaut Pinot soit sur le Tour de France, t'as pas En envie termes qu'Arnaud de Démare soit sur le communication, Tour de si on juge France? la communication, il faudrait mentir, oui, en Qu'est-ce que effet. tu dis? Voilà, peut-être qu'il aurait fallu mentir. Et là, je pense que peut-être que c'est ce qu'il aurait dû faire. Le problème, c'est ça, c'est que il a laissé une phrase, et peut-être que c'est ce qu'il voulait faire aussi. Moi, c'est la question que je me posais. C'est qu'il voulait peut-être aussi laisser planer le doute, et mettre la pression aussi sur son équipe. C'est pas impossible. Moi, je trouve ça trop gros pour que ce soit pas amené, ou qu'il n'y ait pas une petite idée derrière la tête. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu circonspect de ça. Parce que Kakerev, tu savais, tu t'attendais à cette question. Tu savais que la première sortie que tu allais faire Bien dans la sûr, en presse, plus. après le Giro Thibaut Pinot, tu sais que c'est la première question qu'on allait te poser. C'est pour ça que moi, je suis un peu. Je suis pas de la team. Ouais, bon, il a répondu ça un peu parce qu'il savait pas trop quoi dire. Moi, je pense que c'est très réfléchi. Donc, soit c'est de lui pour mettre un peu la pression sur son équipe, pour X ou Y raison. Encore une fois, c'est pas forcément dirigé contre Thibaut Pinot. Soit c'est de son équipe de la com de la groupe FDJ. Mais encore une fois, je pense que si c'était une réponse de com, je pense qu'on aurait pu peut-être la tourner différemment, ou en En tout tout cas cas, ce qui compte, lui c'est dire que de mytho, derrière, quoi. Au pire, lui dire de il mytho s'il le pense pas. prend le mauvais rôle vis-à-vis du public, au-delà Ah oui. de nous personnellement. Il prend le rôle, même si c'est pas ce qu'il voulait. Cette phrase-là, elle est interprétée par la majorité des gens comme il a l'air de pas avoir très très envie que Pinot soit sur le tour. Et ce rôle-là, finalement, ça sert à rien de le prendre. Il n'y a pas besoin de se mettre dans cette position-là. C'est pour ça que moi, je pense que c'est un mauvais choix de stratégie de communication. Après, s'il a vraiment pas envie d'avoir Pinot, même sur le plan sportif, en fait, je comprends pas pourquoi il ne voudrait pas Pinot. Après, après, ça, effectivement, c'est autre chose sur lesquelles on pourra encore discuter, est-ce qu'il a besoin de Thibaut ou non. Mais ce qui est certain, c'est que moi, après, je comprends que tu as été dans l'incompréhension face à cette déclat. Maintenant, ce que je peux me dire aussi, c'est que il y a un truc qui me rassure, c'est que Godu, il a pas peur de son image. Il n'a pas peur de se salir. Et ce qui me faisait peur au début avec Godu, c'est que ce soit un peu un gentil garçon et que pour gagner le Tour de France, au bout d'un moment, il faut jouer des épaules. Et quand je le vois être capable de faire sortir de faire des déclats comme ça, si le grand public ne le comprend pas, qu'on n'a pas tous les éléments pour le comprendre, moi, ce dont je suis sûr et certain, c'est que dans l'équipe, ils ont très bien compris ce qu'il voulait dire. Et quel que soit ce qu'il voulait faire comprendre, là, ils ont compris, et que des fois, en tant que leader d'une équipe, il y a des messages que tu dois faire passer, et si tu dois utiliser la presse de temps en temps pour mettre la pression, eh ben, tu le fais. Et il y en a d'autres avant lui qui le faisaient. Bernard Hinault n'hésitait jamais pour le faire. Et ça fait aussi partie des éléments et des traits de personnalité que doit avoir un grand champion pour gagner, de temps en temps, de jouer des épaules et d'utiliser la presse. Mais Maintenant, on ne comprend pas et c'est chiant, mais bon, je me dis qu'il doit avoir ses raisons, quoi. mais je vois très bien ce que tu as, Joseph, et moi, c'est aussi l'une de mes théories. Mais le problème de cette déclat, c'est qu'aussi, ça peut être totalement un non-fait. Ça peut être totalement quelque chose Je pense il serait revenu là-dessus. d'anodin, tu vois. Mais je pense qu'il aurait mis un message sur Twitter, qu'il aurait dit ouais, mais non, c'est pas ce que je voulais dire, tu vois. En Après, laissant, en laissant où la Groupama aurait communiqué si c'était pas ça. oui, mais après, moi, je suis plutôt de l'avis de ce que tu disais, Joseph. La question, encore une fois, c'est que même sportivement, je comprends pas. Enfin, sportivement, même au-delà du sportif, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. On va pas retourner là-dessus. Allez voir la vidéo sur YouTube qu'on a mise sur First Team Sport. On parle beaucoup de la sélection Groupama LDG et de Thibaut Pinot, de sa présence ou non. Moi, je pense que sportivement, et même au-delà de ça, la présence de Thibaut Pinot est une aubaine pour David Gaudu. Après, peut-être que lui n'en est
on n'est pas convaincu. Peut-être qu'il sait déjà que Thibaut Pinot ne voudrait potentiellement pas bosser pour lui pour X ou Y raison. Mais là, encore une fois, c'est ça qui m'énerve avec cette déclat, c'est que ça nous pousse à aller dans des choses dans des suppositions qu'on n'a rien pour étayer. Et ça se trouve, voilà, ça se trouve, ils se détestent. Ça se trouve, ils s'adorent. Mais tu vois, on n'en sait rien. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'on en arrive là. Après, Renaud nous dit ça et c'est intéressant. Il aurait dit sur son Discord que les gens réfléchissent trop. Mais bon, voilà, qu'ils ne nous laissent pas aussi comme ça avec une déclaration qui peut être interprétée de X, Y ou Z manière. Tu vois, c'est un peu ça la frustration que j'ai, moi. C'est clair. C'est qu'ils ne nous disent pas vraiment ce qu'ils pensent. Parce que tu te Moi, parlais je trouve surtout qu'il se donne automatiquement le mauvais rôle avec cette déclat. Parce que tout le monde a envie de voir Thibaut Pinot sur le tour et il se met, que ce soit volontaire ou pas, il se retrouve à être celui qui dit un peu non, en tout cas qui dit pas oui. Et du coup, à se mettre un peu contre le public. Et juste pour ça, je trouve ça un peu mal joué. Voilà. Et moi, les gars, du coup, je termine. Ça va vous faire plaisir. Mais je termine cette voiture balai avec Henrik Mas. Je termine avec Henrik Mas, mais tout à l'heure, Polo qui disait que Matteo Jorgensen n'était pas leader. Il n'a pas attaqué aujourd'hui avant le sprint. Mais je ne suis pas du tout certain. Mais les gars, il n'est pas allé chercher les bonifs. Mais moi, je pense que Henrik Mas va finir derrière Matteo Jorgensen sur ce Dauphiné. Et ça va être vite vu. Là, mais comment tu peux mettre un mec qui n'a même pas eu un pourcentage intéressant en montagne, alors que c'est sa force? Comment tu peux mettre un mec en voiture balai alors qu'il y a eu 3 étapes de sprint? Un grimpeur. Mais parce qu'il a réussi à perdre plus de 20 secondes, parce qu'il a lâché le peloton, parce qu'il n'avait pas les jambes, mec. Il l'a dit. Oui, c'est vrai. Voilà pourquoi. Et donc, contre la montre demain, je pense qu'il va perdre du temps sur Jorgensen et que Jorgensen va démarrer les 2 belles étapes en position de force et que le Henrik, il a intérêt à se mettre à la planche pour Matteo. Je peux te dire qu'il a intérêt à se mettre à la planche. Carrément. Il a intérêt à l'attendre s'il a un saut de chaîne, Matteo. Non, mais donc du coup, il n'avait pas les jambes et il l'a assumé, il l'a dit. Et donc, c'est pas très rassurant en vue du Tour de France. Donc voilà. Et il y en a pas mal qui disaient la Tour. Bon, malheureusement, la Tour, c'est juste une peur bleue des descentes et ça me fait beaucoup de peine pour lui. Mais là, c'est un autre domaine, quoi. Donc, sondage, les copains, dans le chat, ceux qui sont présents sur Twitch, sondage avec donc Gaudu, Bennett et Mas. Et c'est Bennett qui est en train de gagner. Bennett qui, on le rappelle, comme Groenewegen. Voilà, je vais aller voter. C'est Bennett qui, comme vous le savez, sur le critérium du Dauphiné a été déclassé comme Groenewegen parce que Groenewegen en fait a été gêné par Bennett, mais derrière en se redécalant sur la gauche, il a mis un beaucoup d'épaules. C'est mérité aussi, mais c'est frustrant pour Groenewegen qui, je pense, aurait démoli ce sprint parce qu'il avait l'air quand même bien plus rapide. Dans un sprint comme ça, c'est pas la grande force de Christophe Laporte non plus. On sait qu'il a une excellente pointe de vitesse. Mais là, il a profité de circonstances et je pense vraiment que si Sam Bennett fait un sprint propre, que Groenewegen serait allé chercher la victoire. Donc je pense qu'il peut être frustré. Et je pense que quand il a compris qu'il allait perdre, Groenewegen, du coup, a sorti un peu de ses gonds et voilà, ça arrive. J'ai même pas envie je en aurais voulu si ça aurait provoqué une chute. Mais là, on va dire plus de. Enfin voilà, tout s'est bien passé, c'est un mauvais geste et c'est normal qu'il soit déclassé quand même. Donc voilà, c'est dommage parce qu'à mon avis, il a des chances d'ici la fin de la semaine, elles vont être quand même bien maigres pour les sprinters, donc sur le tour.